Copilot. Bobcat. Un record pour l'iPhone 15 Pro Max. 6e seulement. Twitter. Le facteur ne sonne plus qu'une seule fois. Vendredi 17 mars 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 353. Bonjour à toutes et à tous. Office 365 Copilot, c'est donc l'intégration de ChatGPT 4 dans la suite Office que Microsoft a présentée jeudi en fin d'après-midi. Une vidéo de 40 minutes dans laquelle Satya Nadella, le CEO de Microsoft, a expliqué que l'intelligence artificielle, après avoir été longtemps sur pilote automatique sans qu'on s'en rende compte, devient votre copilote, une sorte de super assistant interconnecté avec vos informations et les logiciels de la suite Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams notamment, et les démonstrations auxquelles on a assisté allaient tellement loin que c'en était presque étourdissant et inquiétant. Fabrice. Alors inquiétant, parce que c'est toujours inquiétant quand on voit quelque chose de nouveau, d'aussi puissant. En même temps, rappelons-nous dans nos contextes du Knowledge Navigator que Apple avait présenté il y a 25 ans ou 30 ans, c'était une vidéo pour montrer ce que ça pourrait être. Et ce qui est étourdissant justement, c'est que c'est Microsoft qui le montre en vrai. C'est-à-dire que ça ressemble beaucoup à ça, où on demande à son ordi, bah tiens, écris-moi un mail, fais-moi un tableau, fais-moi un résumé de réunion, rappelle-moi que, tiens, où ça va justement, on lui demande pas de rappeler quelque chose, c'est le logiciel, l'intelligence artificielle qui va nous rappeler de faire quelque chose qu'on a évoqué pendant une réunion il y a 2 jours. On avait comme ça des petits éléments, moi ça me fait penser, on en avait parlé dans l'hebdo aussi, par exemple dans Mail sur Mac. Si on écrit quelque chose dans un mail, on dit tiens, rappelez-moi dans 3 jours, et Mail va faire un rappel automatique. Ça, c'est un peu d'intelligence artificielle qui a détecté qu'on avait écrit ça dans un mail. Mais là, ça va tellement plus loin. J'en parlais avec un copain aussi qui, du coup, a eu besoin de résoudre un petit problème de programmation pour trouver, je ne sais plus trop quel nombre au premier, donc trop quel contexte. Il a fait ça dans PowerShell sur Windows et il a demandé à ChatGPT de lui faire un petit programme dans PowerShell et il a résolu son problème. Donc c'est passionnant. Ce qui est génial, c'est que quand on est un peu fan de science-fiction, il y a des choses qui prennent vie réellement par rapport à des choses qu'on a lues il y a même des fois il y a très longtemps, où voilà, l'ordinateur devient un vrai partenaire. Donc ça peut faire peur. Il va falloir en fait, comme tout nouvel outil, il va falloir apprendre à le maîtriser, à l'utiliser correctement. En espérant que l'outil lui-même évite certains débordements qu'on a vus malheureusement avec ChatGPT et aussi le chat de Bing. De ce point de vue-là, c'est dommage, mais on sait que pour faire un petit bémol, on a appris que Microsoft avait viré son équipe qui travaillait à l'éthique de l'intelligence artificielle. Et il va falloir qu'on y travaille quand même beaucoup à l'éthique de l'intelligence artificielle pour éviter d'avoir des robots de conversation qui nous envoient des blagues souvent mauvaises. À propos d'intelligence artificielle, on en sait un peu plus sur le coup de boost à l'IA sur lequel travaille Apple pour doper Siri. Cette nouvelle génération d'interaction en langage naturel a un nom de code, Bobcat, c'est ce que révèle 9to5Mac, et elle est intégrée dans la dernière bêta de tvOS 16.4. Pour la tester via un nouveau framework, la technologie existe aussi dans le code de tous les autres OS, mais elle n'est pas activée pour l'instant. Pour autant, l'objectif d'Apple n'est pas de sortir un concurrent de ChatGPT, mais bien de faire progresser Siri. Et Fabrice, on sait qu'il y a une marge assez considérable. Effectivement, on est déjà aussi fait l'écho souvent sur nos ondes, si j'ose dire. Et puis alors j'aurais envie même de rajouter parce que l'intégrer ça dans tvOS, s'il y a bien un endroit où on n'en a pas besoin, c'est celui-là. On parle d'intelligence artificielle générative et là elle génère rien, elle ne fait que nous écouter pour essayer de comprendre ce qu'on lui dit. Il y a un truc, une fonction que tu utilises peut-être sur l'Apple TV que je trouve moi génial, c'est on lui demande tiens qu'est-ce qu'il a dit ou qu'est-ce qu'elle a dit quand on n'a pas bien compris quelque chose, et hop, ça revient 15 secondes en arrière et ça affiche les sous-titres, et hop, c'est reparti. C'est très bien, mais ça fonctionne, mais là, on n'est pas dans l'intelligence artificielle et c'est pas là qu'on en a besoin, quoi. Donc, comme annonce, enfin, c'est pas une annonce, du coup, c'est un truc trouvé par 9to5Mac, tant mieux. Enfin, j'espère que ça va aller un peu plus loin, parce que c'est vrai, en plus, que toutes ces technologies de conversation automatique via l'intelligence artificielle,
on a vraiment envie de voir ça naturellement arriver sur nos assistants vocaux. On parle de conversation, donc on devrait pouvoir parler de conversation vocale, et c'est pas ce qui se passe, ce qui est très étonnant. C'est très utile, et petit à petit, on voit à quoi ça sert pour les recherches sur les moteurs de recherche, que ce soit Bing ou les autres, parce que les autres s'y mettent aussi, que ce soit DuckDuckGo ou Brave. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir ça aussi. Mais on dit conversation, et il serait question que Siri et les autres s'y mettent vraiment pour qu'on ait de véritables conversations orales avec nos assistants. Mais Microsoft va peut-être ressortir Cortana. Ils vont être embêtés parce que Cortana, ils l'ont sorti, ça n'a pas marché et ils l'ont mise au rencard. Alors, mais j'entendais des gens parler de ça et c'était intéressant. En fait, je suis pas sûr qu'ils aient besoin d'avoir un nom en fait et de le personnifier. Et c'est peut-être même maintenant un risque de le personnifier parce que on est en plein dans l'anthropomorphisme avec l'intelligence artificielle où on dit il ou elle m'a dit ça et c'est affreux. Sauf que elle n'a pas d'intention, l'intelligence artificielle, n'a pas de conscience, et donc il faut absolument se garder de l'anthropomorphisme. Et résultat, c'est intéressant ça, parce que moi j'aurais envie de faire un parallèle avec le skeuomorphisme qu'il y avait avant dans iOS. On se rappelle, ce mot désigne le fait que l'interface graphique essaie de représenter à l'identique sur l'écran des objets de la vie réelle. Donc la feutrine verte dans certains jeux sur iOS ou des morceaux de bois, etc. pour faire joli et pour aider les gens à entrer dans le monde électronique. On n'a plus besoin de ça aujourd'hui et peut-être que justement il va se passer la même chose avec les assistants vocaux qu'on n'appellerait plus par un prénom parce que justement ça pourrait faire très peur. Quand on appelle Alexa par un prénom et qu'elle répond pas bien, une bêtise ou à côté, c'est pas grave. Si elle commence vraiment à parler, comme par exemple l'intelligence artificielle dans le film Her d'il y a quelques années, dans un film, ça fait pas tout à fait peur. Dans notre vraie vie, ça pourrait faire très peur. Donc moi, je parierais pour que les prénoms disparaissent et qu'on trouve une autre façon d'interagir avec les assistants vocaux. Et donc, je pense que Microsoft n'a pas besoin d'un nom pour une technologie qui permettrait de converser. Avec l'iPhone 15 Pro Max, Apple pourrait bien battre le record de la bordure d'écran la plus fine, actuellement détenue par Xiaomi avec 1,81 mm sur le Xiaomi 13. Sur l'iPhone 15 Pro Max, cette bordure ne mesurait que 1,55 mm selon Ice Universe, un leaker sur Twitter qui s'appuie sur des rendus en 3D. Une plus grande finesse à attendre aussi sur l'iPhone 15 Pro, mais sans indication précise pour l'instant. Alors Fabrice, 1,55 mm, ce serait quand même pas mal si on compare au 2,17 mm par exemple de l'iPhone 14 Pro. Alors ce qui est pas mal là-dedans, c'est que ça permet de mettre un écran plus grand dans un téléphone qui reste de la même taille. C'est bien tout l'intérêt de ces choses-là. À côté de ça, je vais faire mon rabat-joie. Il y a une bordure plus fine, soit, mais il y a toujours un trou dans l'écran. Et je pense que la vraie révolution pour les smartphones, ce sera quand il n'y aura plus de trous d'encoche, etc. Parce qu'on essaie de trouver des moyens pour dissimuler l'encoche, par exemple avec l'îlot dynamique sur l'iPhone 14 Pro, qu'il y aura aussi sur le 15 Pro naturellement. Mais c'est un pis-aller, on fait semblant qu'il n'y ait pas le trou, mais sauf qu'il y est quand même. Donc je suis un petit peu perplexe avec ça, d'autant plus que, alors, outre le fait que mes choix personnels, je préfère des écrans plus petits, mais sur un grand écran comme ça, du coup, on est obligé d'étendre les doigts au maximum pour essayer d'atteindre certaines zones de l'écran. Et donc, par exemple, si on étend son pouce, avec le gras du pouce, on va toucher l'écran en dessous, peut-être à un endroit qu'on préférait ne pas toucher. Donc, du coup, plus la bordure est fine, plus on va toucher une zone non voulu sur un grand écran. Donc je suis pas sûr qu'ergonomiquement ce soit un gain. Voilà. Et puis je voudrais quand même rajouter qu'il y a eu des téléphones, des smartphones de chez Samsung notamment, qui avaient des écrans recourbés sur les côtés. Alors on aime ou on n'aime pas, mais du coup on voyait pas du tout la bordure. Alors le record de bordure, j'ai comme un doute. Et apparemment ce sera aussi le cas de ces nouveaux iPhone 15 Pro Max dans le même esprit que l'Apple Watch. Le classement des séries les plus regardées sur Apple TV+ depuis son lancement, établi par Just Watch et publié par 9to5Mac,
Sans surprise, Ted Lasso est premier avec plus de 27%. Severance est deuxième avec près de 20% devant The Morning Show, 11,8%. Suivent Foundation, See et For All Mankind, seulement sixième Fabrice avec 7,9% devant deux mini-séries. Blackbird avec Taron Egerton qui cherche à recueillir les aveux d'un serial killer en prison, je vous le conseille fortement. Et Defending Jacob, que je vous recommande tout autant, l'histoire d'un collégien de 14 ans accusé de meurtre, avec Chris Evans, alias Captain America, dans le rôle de son père, et Michelle Dockery de Downton Abbey dans le rôle de la mère. On termine avec Slow Horses pour ce palmarès et Servante. Alors Fabrice, est-ce que tu es surpris par ce top 10 ? Surpris non, un peu triste. Naturellement, puisque puisque mon favori à moi, For All Mankind, n'est que sixième, donc je continuerai à conseiller à tout le monde de regarder cette série que je trouve tellement formidable. Pas tellement surpris parce que Ted Lasso, naturellement, maintenant tout le monde connaît, et puis c'est une réussite, et voilà. Peut-être une petite surprise malgré tout pour Severance. Qui est vraiment bizarre et on pourrait facilement croire qu'à regarder le premier épisode, il y a plein de gens qui pourraient décrocher parce qu'il faut accepter cette ambiance totalement bizarre de cette série qui, une fois qu'on a passé ce moment-là, est formidable. Donc voilà, pour ça c'est une petite surprise. Mais donc voilà, une petite larme pour For All Mankind. Et puis un rappel, si vous êtes sur Twitter avec un compte non payant et que vous utilisiez l'authentification à 2 facteurs par SMS, dimanche ce sera la dernière limite pour basculer sur un autre mode de double authentification. À partir de lundi, les SMS qui coûteraient trop cher à Twitter seront réservés aux comptes payants et donc tous ceux qui n'auront pas fait la modification dans les réglages de sécurité de Twitter ne seront plus protégés par une double authentification. En clair, Fabrice, si quelqu'un trouve votre mot de passe, il pourra s'emparer de votre compte Twitter sans problème. Voilà, bon, il faut donc au moins avoir un mot de passe correct et qui ne soit pas répété, rappelons-le. Bon, ça aussi, j'avais eu l'occasion d'être un peu en colère contre Twitter à ce sujet parce que je trouve vraiment dommage que la sécurité ne soit pas mise en avant, en premier. C'est la première chose à faire pour tout service en ligne. C'est vraiment... le mot est faible, et justement le mot est fort plutôt. C'est une trahison, quoi. C'est-à-dire que il y a eu tellement d'exemples de services en ligne qui ont été piratés, que ce soit Twitter et Yahoo et tous les autres. Et donc, baisser le niveau de sécurité par défaut parce que les gens vont pas être au courant, les gens vont pas savoir comment faire, etc. La double authentification par SMS, c'est pas la panacée, mais c'est mieux que rien. Et donc, que ça disparaisse comme ça d'un seul coup, ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Donc, rappelons à tous ceux qui nous écoutent au moins, si vous utilisez Twitter et que vous utilisez encore les SMS pour double authentification, allez voir dans les réglages de sécurité, utilisez un code qui change toutes les 30 secondes. C'est pas si difficile que ça à mettre en place. Faites-le, parce que ce soit Twitter ou sur un autre service en ligne, il faut vraiment se protéger. C'est malheureusement le monde dans lequel on vit. Et on vous avait expliqué comment faire dans iWeek, la semaine Apple, vers lequel on vous renvoie, bien évidemment. La quotidienne iWeek revient lundi.